Le pays de Punt, où se rendaient les Égyptiens de la haute antiquité, était un pays d'une fabuleuse richesse. Parfums, Gomme, peaux d'animaux comme le léopard, la girafe, ivoire, or, pierres précieuses, bois rare, mais surtout esclaves. comme ces nains dont raffolait la cour des pharaons. Enfin et surtout l'encens, cette résine aromatique que les temples égyptiens consommaient en quantité astronomique. Destination des marchands audacieux, le pays de Punt faisait leur fortune. Mais où donc se trouvait-il ce pays fabuleux? Car aucun document égyptien ne le précise de façon claire. Des documents datant de l'Ancien Empire en parlent. Ainsi, une stèle en basalte de la 5e dynastie, datant du règne de Saouré, un roi du 25e siècle avant notre ère, signale un voyage au pays de Punt. Ce document, exceptionnellement ancien, trouvé à Saqqara et conservé à Palerme, montre que ce voyage avait permis l'importation d'animaux exotiques, d'esclaves et d'arbres à encens. Beaucoup d'arbres à encens, replantés ensuite en Égypte. Mais il ne dit nulle part où se trouvait exactement ce pays. Les animaux, difficiles à identifier, et l'encens peuvent venir de n'importe quelle région en Afrique ou en Arabie. Ils peuvent aussi venir d'assez loin, car le roi disposait d'une importante flotte de grands navires, longs de 50 mètres et capables d'affronter la haute mer. Le pays de Punt est signalé dans d'autres chroniques, et plusieurs expéditions s'y rendent, mais toujours sans préciser. Si je comprends bien, on connaît les marchandises, mais pas d'où elles proviennent. C'est ça, alors les biens trafiqués, toujours les mêmes, peuvent provenir de plusieurs régions autour de la mer Rouge. Secret, peut-être volontaire. Peut-être, mais dans quel but? Éviter la concurrence, comme toujours. Comme toujours. La plus célèbre expédition vers le pays de Punt est certainement celle qui s'y était rendue au temps de la reine Hatshepsut, vers l'an 1493 avant Jésus-Christ, et qui en étaient revenus les navires lourdement chargés. Les mêmes importations sont signalées: peau de léopard, ivoire d'éléphant, or, myrrhe et surtout arbre à encens. Des esclaves aussi, représentés sur les murs du temple funéraire de la reine Adaïr-Bari, un des plus magnifiques temples de l'Égypte pharaonique près de Luxor, au sud de la vallée des rois. Mais dans ces représentations, les détails manquent. La physionomie des esclaves ne permet pas d'identifier clairement leur origine. Il s'agit notamment de nains de type africain que certains veulent identifier comme des pygmées, que l'on trouve plutôt en Afrique centrale, du Cameroun au Rwanda. Toutefois, cette interprétation n'est pas certaine. Il peut s'agir de n'importe quel type de nain très populaire à la cour des pharaons. Toutefois, Bès, le dieu nain de l'Égypte, était réputé né dans le pays de Punt. Ce dieu protecteur du foyer était très populaire sous le Nouvel Empire et passait pour éloigner tous les démons et les malfaisants, et aussi les bêtes dangereuses qui menaçaient les sujets du pharaon. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est le plus souvent représenté avec des armes. Mais aussi on le représentait dansant autour des nouveau-nés avec des tambourins pour éloigner les mauvais esprits. Ce dieu était enfin souvent associé à la joie, à la fête, au plaisir de vivre. Dans tous les cas, naviguer vers le pays de Punt rapportait beaucoup d'argent. Dans l'exemple de l'expédition de la reine Hatshepsut, la réussite d'une si belle entreprise avait mérité d'être gravée sur les murs du temple funéraire de la reine. Les historiens situent généralement le pays de Punt au sud de la mer Rouge, peut-être dans les environs de Djibouti. La plupart des historiens sont très prudents et ne veulent pas aller au-delà des rives de la mer Rouge, pour une raison très simple. Les Égyptiens du temps des pharaons n'étaient pas des navigateurs expérimentés. Mais ils savaient naviguer tout de même. Oui, mais enfin, ils étaient plutôt rompus à la navigation fluviale sur le Nil et ils redoutaient la haute mer, pratiquant alors le cabotage. Tu veux dire le cabotinage? Mais non, c'est toi qui es cabotin. Le cabotage, c'est-à-dire qu'ils naviguaient sans perdre de vue les côtes, le littoral. Ok. Car ne l'oublions pas, ils avaient des moyens rudimentaires à l'époque pour se diriger. Donc pas de boussole. Non, pas de boussole. Ah.
Les bateaux égyptiens, d'autre part, n'étaient pas conçus pour affronter les dangers du large, sans même parler de la terreur qu'inspiraient les vastes étendues d'eau à ces habitants de la vallée du Nil, plus habitués au désert qu'aux rouleaux de vagues géantes. Pour certains spécialistes, cette appréhension des Égyptiens face à la mer est fausse. Les sujets du pharaon n'ont pas hésité à sillonner la Méditerranée, comme en attestent les trouvailles archéologiques effectuées par exemple en Grèce, en Palestine, au Liban. Ces contrées ne semblent pas très éloignées de l'Égypte, mais des historiens affirment que les Égyptiens visitaient aussi les côtes du Yémen, cette fameuse Arabie heureuse, terre aux mille parfums tant convoitée par les marchands, et où vivent encore des peuples à la peau très foncée. Le Yémen, qui ressemblait alors à un immense jardin tant les habitants étaient versés dans l'art de l'irrigation, fut plus tard le royaume de Saba, si souvent cité dans la Bible et le Coran. Saba et Punt, même royaume, difficile de trancher. Commercer avec le Yémen ou la Corne de l'Afrique fut facilité par la construction d'un canal, le fameux canal des pharaons, reliant la mer Rouge au delta du Nil, en passant par une série de 2 lacs dits lacs amers, c'est-à-dire remplis d'eau salée et aujourd'hui intégrés au dispositif du canal de Suez. Ce canal des pharaons aurait été creusé vers 1900 avant Jésus-Christ, puis abandonné. Il fut régulièrement déblayé et remis en état, permettant ainsi plus commodément les échanges non seulement avec les régions riveraines de la mer Rouge, mais peut-être aussi avec des régions plus lointaines comme la côte des Somalies. On dispose également de preuves indiquant qu'au moment où le canal ne pouvait être utilisé, les Égyptiens démontaient leurs navires et leur faisaient traverser le désert jusqu'à la mer Rouge, où ils les remontaient pour se laisser ensuite glisser vers le pays de Punt. Les habitants de la Somalie actuelle croient si bien être ce pays de Punt qu'une de leurs régions autonomes est ainsi baptisée depuis 1998, le Puntland ou pays de Punt. Quand tu dis Puntland, il faut surtout prononcer le N. Puntland. Quel que soit l'endroit où se trouvait ce pays, une chose est sûre, il était extrêmement différent de l'Égypte. Pour preuve, l'étonnement des Égyptiens arrivés là-bas, ou la stupéfaction des gens de Punt qui les recevaient. Ces gens, une fois transportés sur les rives du Nil, se croyaient parvenus au bout du monde. Le bout du monde. Voilà qui peut prêter un sourire chez nous lorsqu'on songe que la côte du nord de la Somalie se trouve à seulement 2500 km du delta du Nil. Mais le monde des anciens n'avait pas les mêmes dimensions géographiques que le nôtre. C'était un monde plus petit sur le plan mental, même s'il avait les mêmes dimensions physiques. Il fallait 25 jours en moyenne pour se rendre de l'Égypte à ces contrées par voie de mer. C'est dire. Les bateaux avançaient lentement, pas plus de 35 à 40 km par jour. Le monde d'il y a 30 siècles était plus petit, plus lent, plus terrifiant, car plus mystérieux. Les gens de Punt ne vivaient pas comme les Égyptiens. Ils vivaient dans des maisons sur pilotis, étaient gouvernés par des rois et se montraient généreux avec les marchands auxquels ils pouvaient offrir une grande diversité de biens, tout en accueillant avec gourmandise les armes, les bijoux et outils venus d'Égypte. Un commerce équitable et pacifique semble s'être établi entre les deux contrées. Un très ancien conte égyptien, le conte du naufragé datant d'environ 1900 avant Jésus-Christ, avait fait s'échouer au pays de Punt un marin égyptien. Ce naufragé rencontra un gigantesque cobra qui s'intitulait le Seigneur de Punt et qui renvoya le malheureux dans son pays chargé d'une infinité de présents. Le conte démontre que la contrée occupait dans l'esprit des Égyptiens la place d'un pays merveilleux, riche et accueillant. Et non seulement le pays était ainsi, mais sa longue relation avec le puissant voisin du Nord démontre que, même dans la plus lointaine Antiquité, comme je l'ai souvent dit, l'Afrique noire a connu sur son sol des civilisations prospères et raffinées. À l'école, on n'en parle jamais de l'Afrique. Le plus souvent par manque de temps. Pourtant, ce continent a une belle et vaste histoire. Il serait temps d'en convenir une fois pour toutes.
Quant à toi, si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner. Tu me dis ça comme ça, moi je m'abonne tout de suite, elle me fait trop peur.